C'est parti. Ça, c'est un petit préambule. Donc, Covid-19, si vous le voyez comme un problème, vous resterez dans le dilemme. Mais si vous le voyez comme un outil, alors vous aurez tout compris. Alors, ensuite, donc, la Troisième Guerre mondiale, comme nous a dit le président Macron, nous sommes en guerre, par 6 fois, il l'a dit. Et il a raison, en fait, c'est une guerre génomique. Donc, en lien avec les génomes. Alors là, c'est la présentation du rapport d'Aviesin qui a été rédigé par Yves Lévy, ex-président de l'INSERM et président de Aviesin. Donc Yves Lévy, l'époux d'Agnès Buzyn. C'est ça. Donc, j'ai pris des extraits dans ce rapport pour voir un petit peu de quoi il retourne. Et la première chose, qui est quand même assez choquante, c'est que tous les tests, cette mascarade avec tous ces tests de masse qui est pratiqué en ce moment, c'est en fait pour connaître nos génomes. Et les génomes vont être utiles par la suite. Alors là, ils disent la connaissance de ces génomes, donc nos génomes à nous, aura une valeur pour beaucoup d'autres domaines qu'il est encore difficile d'estimer, depuis les assurances jusqu'aux gestes de la vie quotidienne, nos pratiques et habitudes diététiques, sociales et culturelles. C'est probablement pour de telles raisons que se mobilise aujourd'hui le monde des GAFAMs, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Samsung et apparentés. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris l'extrait qui est sur le rapport et on voit les acteurs principaux, parce que bien sûr, il y en a d'autres, mais vous avez le CEA, vous avez l'INSERM, l'Institut Pasteur, on retrouve Unicancer, voilà. Donc, le plan France Médecine Génomique 2025 répond à la demande du Premier ministre Manuel Valls, adressée à l'Alliance Avicenne en 2015, afin d'examiner la mise en place et la prospective sur 10 ans, donc 2015 à 2025. C'est pour ça qu'ils accélèrent les choses. Des conditions de l'accès au diagnostic génétique dans notre pays. Alors, page 108, projet pilote, études en population générale. Les nouvelles techniques de séquençage permettent aujourd'hui de caractériser l'ensemble des variations génétiques présentes dans la partie codante, exome. Alors, exome, on verra un petit peu plus loin, mais en fait, c'est une partie de l'ADN. Donc, ils analysent l'exome ou même tout le génome d'un individu. Disposer d'une bande de données de génome français, parce que là, c'est pour la France, semble donc être un préalable indispensable pour exploiter l'information génétique apportée par le séquençage. Alors, il existe le projet génome humain, ou GPH, PGH, ça dépend si c'est en français ou en anglais, donc qui a été discuté en 1985 et qui a été mis en place en 1990. Donc, ça ne date pas d'hier. Donc, les programmes suivants ont tenu compte des progressions rapides réalisées dans ce domaine, des évolutions technologiques, ainsi que l'entrée en course du secteur privé, la cartographie génétique et physique, le séquençage de messagers et de la totalité du génome de l'homme ont été successivement entrepris. Donc, le projet Génome complet est financé par un laboratoire qui s'appelle l'ABEX GenMed. Voilà. Donc, le but, c'est recruter des individus représentatifs des régions, parce qu'ils ont commencé ça déjà il y a quelques années. Le projet pilote, appelé Population Contrôle, propose donc de capitaliser sur ce projet et d'étendre la collection à 2000 voire 3000 individus afin d'avoir une meilleure couverture géographique de la population. Voilà. Donc, le grand projet, donc le HGP, donc c'est une stratégie retenue pour le séquençage, a été de partager les différents chromosomes entre les divers groupes du consortium international. Donc après, on a toutes nos données génétiques qui vont se trimballer dans des bases de données au niveau international. Et d'utiliser les données des cartes obtenues antérieures. Un nombre minimal de clones recouvrant le génome a été déterminé et partagé entre les membres du consortium. La France, représentée par le Génoscope,
a rejoint le HGP, donc le programme, en 98, et séquence le chromosome 14 selon l'approche du séquençage dirigé. Voilà. Et l'objectif, donc, des scientifiques pensent être capables de concevoir le premier génome humain en 2026. Donc là, on voit les plateformes de séquençage de Génoscope, donc qui font partie du programme de France Génomique. Donc l'Institut de biologie François Jacob du CEA regroupe les 2 centres nationaux de séquençage que sont Génoscope, Centre national de séquençage, et le Centre national de recherche en génomique humaine. Et donc là, ce que vous voyez, la carte avec tous les points, c'est l'infrastructure France Génomique. Et ce sont toutes les différentes plateformes qui ont, selon le code de couleur, des caractéristiques bien ciblées. Donc, on a en Rhône-Alpes Auragen. Donc, c'est une plateforme de séquençage à très haut débit, donc qui répond au programme France Médecine Génomique 2025. Et là, quand on voit haut débit ou très haut débit, on fait le lien avec la 5G. Donc, ils avaient besoin de la 5G pour le séquençage. Là, c'était pour vous montrer qu'on a une propagande de test avant Noël pour un séquençage de masse. Voilà, on a reçu aussi des documents dans les boîtes aux lettres. Voilà. Donc, je reviens dans les extraits du rapport. Donc, ils disent, page 121, vers la création d'une filière industrielle en médecine génomique. À terme de 10 ans, il est probable que l'ensemble de la médecine tirera profit de ces nouvelles technologies. Le volume annuel de génomes à séquencer entre 300 000 et 500 000 en 2026. Donc, ça explique pourquoi là, le Covid a été lancé pour pouvoir faire conditionner les gens et leur faire passer des tests en masse. Voilà. Et c'est donc dans cette page 121, on retrouve ce que je vous ai lu plus haut. La connaissance de ces génomes aura une valeur pour beaucoup d'autres domaines, depuis les assurances jusqu'à la vie quotidienne. Voilà. Les données génomiques personnelles sont particulièrement sensibles. Elles imposent donc une confidentialité, un cryptage compatible avec une anonymisation, mais réversible. Donc, si elle est réversible, c'est qu'il n'y a plus d'anonymat. Ouais. Et ils le disent plus bas, l'anonymat, quand il s'agit de données du génome complet qui marquent l'identité, est extrêmement difficile à garantir. Alors là, c'est sur un autre site qui s'appelle Gène Éthique, donc premier site de bioéthique. Et là, donc c'est lancé en 2016, le plan France Médecine Génomique avait pour objectif initial le déploiement de 12 plateformes de séquençage et l'analyse de 235 000 génomes à l'horizon de 2025, soit un rythme de 50 000 par an. Et selon Marisol Touraine, nous avons besoin de connaître le génome de chaque individu. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Toujours dans le rapport, page 82, on a professeur Didier Lacombe. Et là, je me suis dit, Lacombe, il y a Karine Lacombe. Alors, je reviens sur Didier Lacombe. Il est président de la FFGH et il insiste sur l'importance de la centralisation des données et de celle d'avoir une plateforme dédiée aux maladies rares. Alors, les maladies rares, vous allez voir, c'est en lien avec la consanguinité. J'ai remis un petit rappel de Karine Lacombe, qui est chercheuse et infectiologue française, spécialiste du VIH, des hépatites et du Covid-19. Voilà. Alors là, il y a plusieurs maladies et vous allez voir qu'en fait, ces maladies ou ces recherches tournent tout autour soit de la consanguinité, soit autour d'un concept transhumaniste. Alors, je vais commencer par la maladie de Randu-Osler, que je ne connaissais pas. J'en ai parlé à des médecins aussi qui ne connaissaient pas. Donc, il faut savoir qu'il y a un groupe en duo, donc Québec-France, qui a travaillé ensemble pour développer un logiciel qui s'appelle SIGAP. Donc, on a de côté Montréal, on a un programme de recherche en démographie historique. Et côté France, on a Gros Lion. Gros Lion qui veut dire groupe rendu Osler.
situé à Lyon. Et Lyon, il y a l'Hospice civil de Lyon qui est le centre de référence de cette maladie. Et alors, cette maladie, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est une maladie génétique héréditaire rare. Les organes principalement touchés sont les poumons. Il y a aussi le foie, le cerveau. Et les complications, embolie paradoxale, thrombose, hypoxémie. Donc, on retrouve des symptômes et des complications similaires au Covid. Docteur Talchaleur, vous êtes d'accord, hein? Oui. Oui. Voilà. Alors, ils ont donc développé ce logiciel, qui est un logiciel de gestion et d'analyse de registre des populations. On va y retrouver des données civiles, généalogiques ascendants et descendants, mais aussi des calculs de coefficients de consanguinité et apparentement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est de la folie. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler d'une autre maladie. Alors, oui, excusez-moi, je reviens sur la maladie de Randu-Osler par rapport au Covid. Il faut savoir que 15% de formes graves du Covid a été reconnue comme des maladies génétiques par... alors, excusez-moi. Hop. Donc, c'est par l'Institut des maladies génétiques qui s'appelle Imagine et qui a un groupe qui s'est développé lors du Covid qui s'appelle Covid Human Genetic Efforts. Et qui est en lien avec cet institut? C'est Rémi Salomon, qui est néphrologue à l'hôpital Necker de l'AP-HP, qui est vice-président de l'AP-HP. Voilà. Et il faut savoir que la fondation hôpitaux de l'AP-HP, en fait, est présidée par Brigitte Macron depuis 2019. Ça, c'est tout à fait un hasard, évidemment. Hein. Tout à fait. Alors, donc, 15% des formes graves du Covid sont dues à des anomalies génétiques et immunologiques. Donc là, c'est avec l'Institut Imagine et Covid Human Genetic Efforts. Et ils disent, en ciblant leurs recherches sur des mécanismes spécifiques de l'immunité, la voie des interférons de type 1, qui sont de puissantes molécules antivirales, les chercheurs ont mis en évidence chez certains patients des anomalies génétiques qui diminuent la production des interférons. Et alors, il faut savoir que les interférons de type 1, leurs taux sanguins peuvent être également augmentés dans certaines maladies génétiques. C'est le cas en particulier lors d'une mutation sur le gène. Et lorsqu'on regarde dans les cas de consanguinité, il s'agit de gènes mutés. Donc, on retombe avec la consanguinité, là. Ça fait beaucoup d'informations, j'avoue. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, ça fait 15 minutes que tu parles, mais parce que bon, de toute façon, tu vas nous présenter au fur et à mesure, parce que je sais, bon, tu m'as envoyé 2 tonnes de documents en une semaine, oui. Même le 1er janvier, donc tu travailles tout le temps. Mais si tu devais nous dire en quelques mots, quelle est l'hypothèse que tu fais à travers tout ce que tu es en train d'explorer? Parce que je sais qu'il y a énormément de lièvres que tu es en train de soulever. Et on peut mieux comprendre pourquoi il y a une telle insistance sur réaliser plein de tests PCR. On comprend aussi pourquoi, par exemple, Google a proposé depuis des années des services de généalogie. Donc, tout ça a l'air lié. Mais quelle est l'hypothèse que toi, tu fais lorsque tu vois tous ces documents que tu es en train de traiter? Eh bien, on a abouti à un concept de transhumanisme et d'eugénisme. C'est-à-dire? À l'issue de cette étude
de génomique, ils vont avoir la possibilité de sélectionner les ethnies, les individus, en fonction de leurs besoins. D'accord. Est-ce que j'ai encore, je peux empiéter 5 minutes pour vous présenter le syndrome de Werner? Allez, vas-y. Alors, le syndrome de Werner est un syndrome héréditaire caractérisé par un vieillissement précoce. Voilà, d'où le transhumanisme pense. L'objectif du transhumanisme, c'est aussi le principe d'immortalité ou d'immortalité avec un A. Immortalité, c'est-à-dire le prolongement de la vie à partir de 80 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les maladies de consanguinité, il en existe des tas, puisqu'en fait, c'est une dégénérescence au niveau du génome, et qu'ils sont confrontés à des graves pathologies. Alors, ça peut être immunologique, ça peut être le vieillissement, et qu'ils essayent de trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà. Voilà. Alors, le diagnostic de cette maladie, justement. L'analyse moléculaire identifie la plupart des mutations sur le gène grâce à un séquençage standard des exons des produits RT-PCR. Vous comprenez pourquoi on a des séquençages? Vous comprenez pourquoi on nous parle de RT-PCR? Les descendants d'un patient atteint sont nécessairement porteurs, mais ne déclarent généralement pas la maladie, du fait de la faible probabilité qu'ils se marient à un autre porteur, excepté les cas de consanguinité. Donc, ils sont confrontés à toutes sortes de maladies. Et aujourd'hui, on assiste, on est une zone d'expérimentation au niveau mondial, à grande échelle. Voilà, ça se passe plus dans des laboratoires, ça se passe sur l'être humain directement. Alors, qu'est-ce qu'un exon? C'est un fragment de gène dont la séquence d'ADN, après transcription, se retrouve dans les ARNM maturés. Cette partie du gène est la plus souvent codante. Pour fabriquer une protéine, le gène délivre à la cellule un code de fabrication composé en partie de briques, entre guillemets, appelées exons, lesquels doivent être assemblés bout à bout. Dans le cas de maladies génétiques, le code est erroné. Le principe de la RT-PCR, donc reverse transcriptase PCR. Il peut s'avérer pertinent d'extraire de l'ARNM pour générer ensuite des copies d'ADN-C. Cette réaction est catalysée par la transcriptase inverse des rétrovirus, reverse transcriptase, qui synthétise une chaîne d'ADN à partir d'une matrice d'ARN. D'un point de vue fondamental, étudier le profil d'expression de gènes permet d'avancer dans la compréhension des mécanismes de physiologie cellulaire. Donc, ils sont vraiment en train de faire des recherches, mais plus dans leur laboratoire, sur le génome humain, directement. Je pense que je finirai ici. La consanguinité, risque d'anomalie génétique. On a une étude qui est parue dans The Lancet, a considéré la consanguinité comme un facteur de risque majeur d'anomalie congénitale. 1/5 de la population humaine dans le monde vit dans des communautés ayant une préférence pour les mariages consanguins. Et donc, la consanguinité serait également incriminée dans l'augmentation des maladies complexes, multifactorielles, telles que les troubles mentaux. Donc, voilà. Bien. Oui, vas-y. Voilà. Et je finis avec, là, c'est Agnès Buzyn qui s'exprimait lors des échanges qu'ils ont au Sénat, là. Aujourd'hui, les tests génétiques en situation préconceptionnelle sont autorisés lorsqu'il existe des maladies génétiques très graves dans une famille. On vérifie alors simplement si le gène de la maladie familiale est présent dans le génome des parents. Ces tests sont pratiqués dans les familles consanguines, par exemple, qui ont des risques accrus de pathologies génétiques. Bien. Alors, moi, je m'interroge encore et je vois que dans le chat, il y a plusieurs personnes qui s'interrogent aussi dans le même sens. Mais pourquoi cette obsession par rapport aux
à la consanguinité. Est-ce que tu as une réponse ou est-ce que tu as une hypothèse? Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont tellement obsédés par rapport à la consanguinité. Elle marque aussi la naissance d'un nouveau concept dans la finance, car auparavant les gouvernements n'avaient que peu d'options pour réunir des capitaux. Vous pouviez soit augmenter les impôts, soit dévaluer votre monnaie. Et aucune de ces solutions n'est très séduisante. Les Rothschild viennent d'inventer une troisième méthode. Un gouvernement peut contracter un emprunt auprès d'un organisme privé, comme une banque ou un particulier, en échange d'un titre promettant au prêteur de le rembourser avec des intérêts. Ce fut un moment très important dans la formation des marchés modernes des capitaux. Pourtant, même cette contribution très importante ne suffit pas à faire accepter les Rothschild par les milieux bancaires européens. Quand les financiers sont invités à accorder des prêts très lucratifs pour que la France puisse se reconstruire après la guerre, ils ne sont pas sollicités. À la fin des guerres napoléoniennes, c'est la plus riche famille d'Europe. Et pourtant, à la signature des traités de paix, les Rothschild sont tenus à l'écart. On ne leur donne pas la place d'honneur. Ils sont toujours des nouveaux venus. L'envie et le ressentiment envers les Rothschild et leur fortune s'expriment dans la presse populaire de manière encore plus directe. De nombreux dessins et caricatures ont été publiés. L'un d'eux montre par exemple Nathan Rothschild debout sur des pièces d'or. C'est le genre d'image que le public avait. Les insultes et le mépris ne font que renforcer la détermination des Rothschild. Malgré leur puissance croissante, ils doivent sans cesse faire face à l'antisémitisme. Depuis la fin des guerres napoléoniennes, la famille est bien implantée sur le continent. Nathan et James dirigent les branches de Londres et Paris et sont devenus deux des hommes les plus riches d'Europe. Malheureusement, le patriarche Mayer Amschel n'a pas vécu assez longtemps pour assister à leur réussite. Il est mort en 1812 à 69 ans. Pourtant, son héritage perdure. Un accord de partenariat conclu avec ses 5 fils 2 ans plus tôt préserve son entreprise, mais leur impose certaines conditions. La maison Rothschild ne devait pas être divisée entre les garçons. Elle devait rester une entité et chaque fils en avait une partie. Aucune place pour les femmes. La succession passait par les fils. Aucune place non plus pour les étrangers à la famille, pour les gendres ou pour les non-juifs. Pour tout dire, les Rothschild sont tellement résolus à garder l'entreprise dans la famille qu'ils se marient même entre eux. C'était douloureux de donner une dot pour marier une fille. Alors c'était une bonne solution de la verser à un frère ou un cousin qui était aussi un partenaire en affaires. C'est ainsi que James, en France, épouse sa nièce Betty et que le fils de Salomon, Anselme Salomon, se marie avec sa cousine Charlotte. Sur 18 mariages, il y a eu 16 unions endogames. Pour un Rothschild, l'épouse parfaite était une Rothschild. Maintenant que leur partenariat est scellé, les 5 fils se déploient en Europe pour créer le premier réseau bancaire multinational. Dans les années 1820, Amschel reste à Francfort, tandis que Salomon s'installe à Vienne, Karl à Naples, avec Nathan et James toujours à Londres et Paris. Pour la famille, c'est un choix ambitieux et payant. Ainsi, ils ont pu mettre sur pied les fondations de leur dynastie dans plusieurs centres financiers européens. On voit que les 5 frères sont la base de la dynastie Rothschild. Mais leur ascension rapide et la nature transnationale de leurs affaires alimentent également les rumeurs antisémites, accusant la famille de sinistres complots, d'arrière-pensées et de manipulation. Le mythe qui s'est construit autour de la famille était celui de l'influence négative de la puissante famille juive. C'était sans fin et très pernicieux.
Pour beaucoup de gens, on ne pouvait pas leur faire confiance. Quelles étaient leurs véritables motivations? Voulaient-ils vraiment être des citoyens français, par exemple? Ou bien avaient-ils une plus grande allégeance envers l'Empire austro-hongrois parce que le reste de leur famille vivait là-bas? De tous les pays d'Europe, c'est la France qui offre aux Juifs les meilleures conditions de vie, car depuis la Révolution de 1789, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens. James et son épouse Betty profitent d'ailleurs pleinement de cette ouverture de la société française. Le salon de Betty Rothschild était très réputé. Son français était impeccable et ses manières très sophistiquées. Les Français l'adoraient. C'est elle, par exemple, qui a lancé la carrière de Chopin à Paris. Après avoir obtenu le titre de baron en 1822, les 5 frères deviennent officiellement barons de Rothschild. James est aidé par son amitié avec un jeune noble français, Louis-Philippe. Après la Révolution de 1830, la monarchie de Juillet porte Louis-Philippe sur le trône. Comme les finances du jeune gouvernement sont précaires, le gouvernement demande à James de prêter des fonds pour ramener une certaine stabilité. Une fois encore, les Rothschild bénéficient de leurs relations en haut lieu. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont tellement obsédés par rapport à la consanguinité. Pour tout dire, les Rothschild sont tellement résolus à garder l'entreprise dans la famille qu'ils se marient même entre eux. C'était douloureux de donner une dot pour marier une fille. Alors c'était une bonne solution de la verser à un frère ou un cousin qui était aussi un partenaire en affaires. C'est ainsi que James, en France, épouse sa nièce Betty et que le fils de Salomon, Anselme Salomon, se marie avec sa cousine Charlotte. Sur 18 mariages, il y a eu 16 unions endogames. Pour un Rothschild, l'épouse parfaite était une Rothschild.